Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes sur But Football Club ce soir, sur Sud Radio, avec l'équipe habituelle que vous connaissez. Mais il y a un absent ce soir, puisque vous avez reconnu mon accent. C'est Karim Zeribi qui est aux commandes. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée en notre présence avec notre équipe. Lionel Rosso n'est pas là, n'est pas avec nous, mais on a une pensée affectueuse pour lui. Et donc on va lui dédier cette émission. Donc je suis sûr qu'il nous écoute. Alors à mes côtés, vous connaissez l'équipe, c'est l'équipe habituelle. Donc Michel Moulin, évidemment, mon comparse Michel. Bonsoir messieurs. Ça va Michel, ça va, très bien, très bien. Il y aura un coup de gueule ce soir? Ouais, toujours. Ça va. On revient vers toi, alors, très vite. Benjamin Danet, évidemment, le sage de l'équipe. C'est ça, bonsoir Karim. Et c'est toi qui prendras la parole ce soir d'emblée, parce que tu sais qu'il y a une information qui est sortie. Et elle est sulfureuse. Et bien évidemment, notre ami, notre ancien joueur, donc de très haut niveau, donc Jimmy Algerino. Comment tu vas, Jim? Salut Karim, salut tout le monde, tout va bien. Tu es à distance ce soir. Tu es à Toulouse, dans ton fief? À Toulouse, ouais, tout à fait. Bon, tu es chez toi à la Ville Rose. Alors les amis, ce soir, on va attaquer par l'information du jour, j'ai envie de dire. Une information qui est tombée telle une bombe dans le football. Alors c'est pas une information, je dirais, de terrain, mais c'est une information extra-sportive, mais qui mérite d'être commentée en début d'émission. C'est l'affaire Mbappé qui rebondit. Avec le clan Mbappé qui a tenu une conférence de presse, les avocats de Kylian Mbappé ont tenu une conférence de presse, et ils montent au créneau très fort avec une contre-offensive. Vous savez qu'il y a un litige, 55 millions de salaires et de primes que le PSG ne veut pas verser à Kylian Mbappé. Il considère que c'est un manquement du club et qu'il les attaque, il les assigne en justice, au prud'homme, sur le terrain pénal, en saisissant le syndicat des joueurs. Enfin, ils font feu de tout bois le clan Mbappé. Alors je me tourne vers toi, Benjamin, parce que je voudrais que tu nous reposes un peu le contexte de cette affaire et quel impact possible pour le PSG. Alors l'impact, il y a une conséquence possible, et ce sera, on va y revenir, mais effectivement, donc cet après-midi, les avocats de Kylian Mbappé, il n'y avait pas la famille, il n'y avait pas le joueur, il n'y avait que les avocats qui ont dit qu'effectivement ça faisait 1 an qu'ils étaient sur le dossier, commençaient véritablement à en avoir marre, mais surtout ils accélèrent avec des procédures. Alors d'abord ils saisissent un juge au pénal pour harcèlement, ce qui est quand même pas rien. Ils saisissent les comptes du PSG à titre conservatoire, mais la fameuse somme de 55 millions d'euros, cette somme est saisie. On va voir ce que ça va donner. Effectivement, comme tu l'as dit, ils vont aller devant le conseil des prud'hommes, et que ce soit maître Pierre-Olivier Sûr ou Delphine Verhaden cet après-midi, ils ont fait feu de tout bois en disant que visiblement il y avait un droit pour le PSG et un droit pour les autres clubs. On est vraiment rentré dans le vif du sujet et on a la sensation que ça y est, la famille Mbappé, le joueur, ont décidé que ça suffisait maintenant, d'appuyer sur un bouton et ça va être violent. Ce qui est très étonnant, c'est que alors le PSG n'a pas eu de réaction officielle, mais quelqu'un qui parlait au nom du PSG ou dans l'entourage du club a dit il n'y a pas de problème, qu'on aille au prud'homme et on verra bien, de toute façon le PSG n'aura pas à payer. Donc c'est un peu lunaire toute cette affaire, parce que bon, la somme on la connaît, c'est 55 millions, mais d'un côté on a des avocats qui nous parlent de harcèlement et qui vont au pénal et au prud'homme pour se faire payer, de l'autre on a un club qui refuse de payer et qui manifestement n'accorde que peu d'intérêt à ce dossier. La conséquence, je termine par ça parce qu'elle est très importante, c'est qu'effectivement les avocats, et ça on l'avait déjà dit puisque c'est quelque chose qui avait été évoqué, les avocats de Mbappé, ils ont saisi la FFF qui va saisir l'UEFA. Et en fait, il y a une règle à l'UEFA qui est très simple, c'est-à-dire qu'on ne donne pas l'autorisation à un club de disputer la Ligue des Champions si un club n'a pas réglé tous ses litiges financiers avec l'ensemble de ses joueurs ou de ses anciens joueurs. En l'occurrence, là, le PSG, s'il y avait la preuve que les 55 millions étaient dus mais n'étaient pas versés, pourrait être exclu et ne pas être autorisé à disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. La vraie conséquence, elle est là. On n'ose tout de même pas imaginer qu'on puisse en arriver là. Est-ce qu'il y a un précédent ? Est-ce qu'il y a un club déjà qui n'a pas pu jouer la Ligue des Champions parce qu'il était dans la situation du PSG aujourd'hui ? Alors en tout cas, on est en France, bien entendu que non. Moi, j'ai pas la sensation que ça ait pu exister en Europe. Qu'il y ait des litiges, je pense qu'on pourra demander à Jimmy, mais il y a des litiges entre joueurs et présidents de club, il y en a toujours eu. Sur une somme aussi importante, ça m'étonnerait tout de même, parce que là, on est quand même à 55 millions d'euros. Donc, comme tu l'as dit, des salaires et des primes.
Mais bon, ce qui est surréaliste tout de même, c'est, enfin, est-ce que le PSG ne paye pas parce qu'ils sont toujours parmi de la promesse d'Mbappé de ne pas partir libre? Enfin, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et le PSG est quand même très sûr de lui aujourd'hui. Quand on entend les avocats d'Mbappé, on doute un petit peu on peut pas croire qu'il fasse tout ça pour rien. Michel, Benjamin nous parle des conséquences possibles. Si le PSG se trouve en faute dans cette affaire, il peut ne pas jouer la Ligue des Champions. Tu y crois, toi? Ouais, non, moi je crois pas. J'espère qu'ils vont. Le seul truc que je pense aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Comment ça peut arriver? Voilà. Moi, c'est le seul truc, c'est qu'on revient toujours chef d'entreprise, patron. Quand on signe quelque chose, on paye ou on paye pas. Dans ce cas-là, où le PSG n'a rien signé avec Mbappé, moi je vois pas pourquoi Mbappé irait les attaquer. Et je ne comprends pas, enfin, même les auditeurs... Il y a litige, Michel, comme il peut y en avoir dans toute entreprise. Non, mais pas litige là-dessus. Sur les salaires, il n'y a jamais de litige sur les salaires. Quand quelqu'un part d'une entreprise, tu es obligé de payer les salaires. Il ne peut pas avoir de litige. Il y a des salaires, quand tu licencies quelqu'un, là, le litige arrive au prud'homme. Mais là, tu ne l'as pas licencié. La véritable question, est-ce que la véritable question, c'est pas, y a-t-il un document écrit qui peut effectivement stipuler le fait que Mbappé n'aurait pas respecté sa parole et qui donc... C'est que ça. Même si un document, ça ne justifie pas de ne pas payer 2 ou 3 mois de salaire. Donc le PSG sera en faute quoi qu'il en soit. Mais je ne sais pas s'il y a des trucs, on ne peut pas savoir, on n'est pas dans les trucs. Mais aujourd'hui, Mbappé, par contre, si on veut parler d'Mbappé 2 secondes, la famille surtout. Donc, Mbappé, il est joueur, on n'a pas jugé, même si aujourd'hui il doit se poser quand même quelques questions parce qu'il part au Real pour être Ballon d'Or. À mon avis, il n'est pas prêt d'être Ballon d'Or. Mais la famille autour, ils prennent le club de Caen, par exemple. Ils ont écroulé le club de Caen. Vous savez que Caen va descendre en national, c'est sûr aujourd'hui. Donc je comprends pas leur choix. C'est-à-dire ils partent dans tous les sens. Ils pensent que parce que Mbappé a beaucoup d'argent, parce que c'est qu'un très grand joueur, ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Bon. Donc peut-être que là aussi, ça emballe autour de ce sujet. Mais on pourrait en parler. On n'arriverait pas à trouver la solution. On peut surtout pas présager de l'avenir. On ne sait pas qui a tort, qui a raison. C'est la justice qui le décidera. Mais en dehors de ça, quand même, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas un litige. Le litige, c'est quand tu vires quelqu'un. Et là, tu l'as pas viré, il est parti. Tu lui dois ses salaires, tu lui dois ses primes. Si tu as signé des choses. Ouais, en tout si cas, tu n'as pas signé des choses, tu lui dois rien du tout. C'est pas, oui, dit comme ça paraît très simple, tu as raison. C'est simple. Mais la réalité, c'est qu'il y a un conflit et c'est la justice qui va trancher. Non. Jimmy, des conflits. Il y en a toujours eu en football entre les clubs et les joueurs. Comment tu vois cette affaire, toi, de l'extérieur, avec l'expérience d'ancien footballeur professionnel que tu es? Moi, je vois 2 choses. Ça veut dire côté Paris Saint-Germain et côté Mbappé. Déjà, la première, par rapport à Mbappé, si les avocats et la famille font ça, c'est qu'ils n'ont pas confiance à la Ligue et à la Fédération française de football. Parce qu'au départ, ils ont essayé de trouver et là, Michel, il va pouvoir rebondir. Ils y pensaient qu'ils allaient, que la Fédé et la Ligue allaient régler le litige, et en fait la famille s'est rendue compte que non, mais que la Ligue et la Fédé étaient quand même plus ou moins de mèche avec le Paris Saint-Germain. La commission d'appel paritaire avait donné raison au clan Mbappé, Jimmy. C'est la Ligue qui a... Il y avait eu un autre truc comme quoi ils n'avaient pas voulu trop se mouiller, il me semble. Oui. Après, c'est vrai qu'ils étaient un peu timides, on va dire, dans l'affaire. Voilà. C'est pas de patron. pas de patron. Et après, par contre, du côté d'Mbappé, là, je pense que le timing, il est très mauvais. Parce que là, aujourd'hui, on se retrouve avec un Paris Saint-Germain où, je dirais, il gagne en popularité, en supporters. Et encore une fois, avec ce qui se passe au Real de Madrid et l'image qu'avait Mbappé, qu'il a essayé là, ces derniers temps de rattraper, et là, après, il a raison sans doute de faire ces choses-là sur le plan financier, mais en tout cas, il va contre le Paris Saint-Germain, et je ne sais pas si en termes d'image, ça va lui être... préjudiciable ou pas. Parce que n'oublions pas qu'il y a des joueurs comme Doué, tout ça, qui arrivent derrière. Jimmy, sur l'image, désolé, je suis pas le président du fan club Mbappé. Bon, enfin, t'es bien placé pour savoir qu'un joueur, comme un salarié, doit défendre ses droits. Si on lui doit de l'argent, il a raison de les réclamer. Et puis, n'oublions pas, puisque tu parles d'image, que l'image de Nasser Al-Khelaifi avec les fuites des discussions sur les droits télé n'est pas non plus au sommet aujourd'hui, bien qu'il soit président du PSG. On sent tout de même qu'aujourd'hui, il y a des présidents de clubs, il y a deux mondes qui s'affrontent. Et si le PSG est reconnu coupable dans ce dossier, enfin, on marche sur la tête quand même. Les amis, moi je voudrais quand même, attends Jimmy, je voudrais quand même, parce que après on va partir en pause, donc avant la pause, je voudrais vous interroger sur le timing.
il y a un timing là quand même sur la contre-offensive du clan Mbappé. Un timing qui est dans un contexte où le PSG a le vent en poupe. Le PSG est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, un des prétendants à la Ligue des Champions. Donc, et on parlera de la victoire tout à l'heure. Donc, est-ce que vous pensez que le timing est anodin ou pas, Benjamin? Mbappé pouvait pas imaginer qu'ils allaient en prendre 3 à l'Emirates contre les Gunners et que le PSG allait gagner 3. Enfin, à la limite, on devrait même pas parler de ça. Voilà, aujourd'hui, il y a qu'un truc, c'est est-ce qu'il est en droit de réclamer cet argent? Il semblerait que oui. Si le PSG lui doit, je dis bien si. Que le PSG soit condamné et que le PSG soit dégagé de la Ligue des Champions. Je pense que vu l'état d'esprit aujourd'hui des Qatariens, aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont un peu, vous avez vu sur les droits télé, comme ils parlent aux gens. Ouais. Parce que moi, Nasser, que j'estime beaucoup, et je sais pas un truc, il me parle comme il a parlé à Textor, je le reprends. Quand il me dit à un moment donné, tu es un cow-boy, moi je ris, toi tu es un petit joueur de tennis, c'est pas toi qui vas diriger. Hein. Jimmy, juste avant la pause, tu as 20 secondes, Jimmy. Est-ce que ça peut déstabiliser le groupe? Non, pas du tout. Pas du tout, ça n'impacte pas les joueurs, cette affaire? Non. Par contre, ce que je voulais dire par rapport à Benjamin, parce qu'il me posait la question tout à l'heure, moi je sais qu'il y a des clubs, des amis joueurs par exemple, le club ne les voulait plus, d'ailleurs ils ne les payaient pas, et ils acceptaient, même s'ils savaient qu'ils allaient avoir tort à la fin, mais ils acceptaient d'aller devant les prud'hommes et que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans, plutôt que de payer et de régler l'affaire sur le moment. Exactement. C'était comme ça. Les amis, je vous propose une petite page de publicité parce que notre émission cartonne, donc il faut mettre de la pub. Et on se retrouve tout de suite dans quelques secondes. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Chers amis, bonsoir pour ceux qui nous rejoignent et merci pour ceux qui nous sont fidèles depuis 20h. But Football Club est avec vous ce soir. Nous avons abordé l'affaire extra-sportive, j'ai envie de dire, Mbappé PSG, contre-offensive, plainte au pénal, attaque au prud'homme. Donc il y a de l'eau dans le gaz et c'est le feu entre le clan Mbappé et le PSG. Maintenant, on va revenir donc au football. On va revenir au football et avec ce qui s'est passé hier, évidemment, le PSG face à Aston Villa. Je voudrais vous entendre, messieurs, parce que on parle régulièrement du PSG, du parcours du PSG en Coupe d'Europe. Ce soir, on va en parler, puis on va surtout essayer d'entrevoir l'avenir avec le match retour d'abord et peut-être ce qui peut se passer derrière. Donc Jimmy, je vais commencer par toi. Donc le match du PSG hier, je veux que tu nous fasses rapidement un peu un topo de ce que tu as vu, de ce que tu as ressenti et des perspectives pour le PSG qui semble quand même bien lancé dans cette Ligue des Champions. Ouais, non, mais je pense que le PSG, Luis Enrique a pris la main, quoi. Ça y est, je pense qu'il a son groupe, il a ses joueurs, il a la confiance. Et donc, voilà, on a vu la physionomie du match, ils prennent un but. Derrière, ils égalisent quasiment 3-4 minutes de suite. Et puis après, à la mi-temps, je pense qu'il a dû redynamiser un petit peu le groupe parce que c'est vrai que il manque un peu d'agressivité. Aston Villa pouvait ressortir quelquefois le ballon un peu facilement. Et puis derrière, voilà, il rentre, il marque. Et puis après, je dirais ce dernier but aurait dû même arriver plus tôt. Mais en tout cas, voilà, il se retrouve avec 2 buts d'avance, avec la confiance et puis surtout cette capacité de pouvoir jouer et placer, pouvoir jouer en contre-attaque. Le seul petit bémol, je dirais, c'est que quand il y a vraiment un bloc très très bas, un petit peu c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc là, c'est sûr que je dirais presque toutes les équipes seront en difficulté, en plus avec un très bon gardien. Mais en tout cas, voilà, ils sont capables de répondre à tous les événements qui peuvent se passer dans un match. Et ça, je pense que c'est très excellent pour le match retour à Aston Villa. Confiant pour le match retour, Jimmy? Oui. Bon, il y avait quelques petits doutes parce qu'on se disait Aston Villa, mais bon, je pense même si Aston Villa fait un gros match dans son stade, je pense que Paris a largement les possibilités de gagner là-bas et de se qualifier. Michel, un PSG irrésistible pour toi en ce moment? Ouais, fabuleux. Alors, mea culpa, vous voyez, on peut faire des coups de gueule contre moi. Là, je vais faire un coup de gueule, mais je voudrais en faire un autre, mais celui-là contre moi. Parce que c'est vrai que moi, PSG, sans avant-centre, sans numéro 6, sans bon gardien, j'ai toujours dit, en étant dans un championnat très faible, ils gagneront jamais la Champions League. Là, je peux dire qu'aujourd'hui, je me suis totalement trompé là-dessus. C'est-à-dire, ils ont une équipe et ils ont des joueurs techniques. Ce sera mon deuxième coup de gueule si tu me le permets tout à l'heure, mais
Mais ils ont des dribbleurs, ils ont des gens qui dribblent, qui rentrent, qui avancent avec le ballon. C'est même très beau à voir jouer. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette équipe se transforme comme ça ? Je pense qu'ils les ont préparés. C'est la grande qualité d'Enrique et de ses collaborateurs, parce qu'il doit avoir des entraîneurs, des préparateurs physiques extraordinaires, parce qu'il n'y a pas de blessés. C'est-à-dire qu'il a bien fait tourner son groupe. Ils les ont préparés pour être très en forme en février-mars. Parce que c'est pas possible qu'ils étaient. Vous vous rappelez, ils ont failli pas se qualifier quand même pour les phases finales. Donc, ça veut dire qu'ils les ont préparés à être très bons aujourd'hui. Les gens courent de tous les côtés, ils sont agressifs, même parce que l'agressivité, les gens en face d'eux, moi j'étais au match, physiquement, ils étaient quand même une tête plus basse que les Anglais. Mais sur tous les ballons, ils étaient là, 2, 3, même Dembélé, les gens le critiquent. Mais non, Dembélé, il court après le gardien, après. C'est extraordinaire ce combat aujourd'hui. C'est-à-dire ils ont été préparés par Luis Enrique. Techniquement, tactiquement, rappelez-vous les critiques que j'ai pu faire, parce que le gardien de but quand il a aussi au Bayern de Munich, il a mis Dembélé à Arsenal d'un seul coup. Il a agi comment ? Et le terme qui me plaît toujours, c'est un patron, Luis Enrique. Il les a mis au pied du mur. Tu n'es pas content, je te fais pas jouer, tu fais passer. Et là, aujourd'hui... il a réussi son pari et il joue très bien. Il y a une tactique. Il y a ça Hakimi sur le côté qui est fabuleux. C'est le meilleur défenseur qu'on a au monde à l'arrière latéral pour moi aujourd'hui. Ouais. Et donc c'est un gros plaisir qu'on a, parce que dans cette Ligue des Champions, quelle équipe aujourd'hui, d'après toi, Barcelone me régale aussi. Barcelone, Lewandowski, les Rafinha, le petit Yamal. Hier soir encore, ils sont bouffés. Dortmund, ils peuvent en prendre 10. Ils sont passés de tous les côtés. Alors défensivement, par contre, ils sont jeunes, et je pense que là, Paris a son mot à dire. Ça serait une superbe finale. Mais jamais. Je partage complètement, mais surtout, moi, ce que j'ai constaté hier, c'est qu'au même titre que Liverpool, on a eu la sensation que ces deux équipes anglaises avaient mal joué. Et en fait, ces deux équipes anglaises, elles jouent mal parce que Paris les étouffe de la première à la dernière minute. Alors, physiquement, c'est très impressionnant. Il y a eu un petit temps mort en seconde période. Mais bon, ils sont en demi-finale. Moi, je suis comme Jimmy, mais je pense que pour moi, le retour à Villa Park, c'est une formalité. Derrière, qui reste? Alors, il y a le Barça. Attention à l'Inter Milan, parce que moi j'ai vu leur match. J'ai vu leur match en Ligue des Champions. C'est très solide. Oui, c'est très solide. Je recommande à tout le monde d'aller voir le but de Lautaro Martinez avec la remise de Thuram. C'est absolument exceptionnel. Un extérieur du pied droit fabuleux. Et donc voilà, effectivement, il reste le Barça. Moi, le gros bémol sur le Barça, c'est derrière, parce qu'effectivement, ils sont prenables. Devant, je sais pas, pour tous ceux qui aiment le football, c'est exceptionnel. Ils sont prenables derrière, et l'attaque du PSG, bien quoi qu'on en pense, elle est quand même fulgurante. Elle est fulgurante aujourd'hui. Non, mais l'attaquant, le Géorgien qui est arrivé, il a donné un plus. On ne sait pas ce qui aurait été avant ou après, mais il a fait un match. Mais ce qu'on aime, technique, petit pot, il aura tout fait. Hein. Moi, je me souviens qu'autour de la table, il y a quelques mois, il y en avait un qui pensait, après City, que le PSG pouvait aller au bout, mais il était tout seul. C'était toi. Moi, je vous avais dit, c'est le match déclic. Ouais. Je vous ai dit, j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose. Tu as deux qualités. Tu es bon pronostiqueur et tu suis le football féminin. Ça, on peut pas te c'est vrai que ça bien le football féminin. Mais est-ce que je peux moi, ce qui serait intéressant de parler aussi du PSG, c'est mon petit coup de gueule, mais toujours sur la même personne. Parce que c'est vrai, Michel va faire un coup de gueule, mais je voudrais quand même dire à ceux qui nous écoutent qu'il y a un niveau de suivi, de téléspectateurs, d'engouement pour cette Ligue des Champions qui est extraordinaire. Extraordinaire. Les gens sont devant la télé, attendent les matchs, et en plus en parlent ensuite derrière. Donc, et pas simplement à la machine à café. On en parle tout le temps, on parle des prestations des joueurs, des équipes et tout. Comment tu l'expliques, toi, cet engouement? L'engouement, déjà, juste pour dire, l'audience sur Canal+, 3 fois plus que le rugby, sur un grand match de rugby. Hein. Donc quand on dit que le rugby est plus regardé que le foot, là ça démontre que quand il y a du vrai football, quand il y a de la vraie technique, comme on parle, ça marche. Et c'est là mon coup de gueule. C'est que Didier Deschamps devrait appeler d'urgence Luis Enrique pour lui dire comment tu fais pour avoir de l'audience télé. Et l'autre va lui dire, nous on joue au football, on ne pousse pas le ballon comme des déménageurs. Et donc là, ça revient toujours sur la question sur Didier Deschamps. Pourquoi les gens ne regardent plus le football, l'équipe de France? Parce qu'on est une équipe qui ne fait pas rêver. Il n'y a pas de technique, il n'y a que des grands costauds qui courent après un ballon. Là, dès qu'il y a de la technique, les Français regardent le foot. Donc toi,
Tu restes persuadé que c'est le désamour aujourd'hui sur la qualité du jeu, la qualité de football produit et le peu de spectacle qu'on produit en équipe de France. Absolument, mais je ne suis pas le seul. Vous en parlez de partout. Comme tu dis aujourd'hui, de partout, j'ai entendu parler de Paris Saint-Germain dans les rues aujourd'hui. De partout, les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde parlait. L'équipe de France, on s'en fout complètement. Après la Ligue des Champions, c'est plus important que la Ligue des Nations. Oui, mais même les grands matchs de champions, même les grands matchs de championnat, la nation. Oui, c'est plus important qu'un club. Oui, mais bon, effectivement. Là, pourquoi Colomani, là, on se rend compte pourquoi Colomani ne jouait pas en Paris Saint-Germain. Et pourquoi il joue en équipe de France, il faut se poser la question. À la place d'un Doué, d'Olysée. Parce que là, il a une chance encore, Deschamps. Il va avoir des joueurs, parce qu'Olysée au Bayern de Munich, je ne sais pas si vous avez Bayern, Inter de Milan, au-dessus de tout le monde, Olysée. On a des super joueurs. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce qu'on m'a laissé Colomani ailier droit, par exemple? C'est la question qu'il faut se poser. Jimmy, est-ce que cette équipe du Paris Saint-Germain peut devenir très populaire par son parcours en Ligue des Champions, même si par le passé, on sait que le PSG, il est arrivé que le PSG fasse des parcours intéressants, mais il n'a jamais créé d'engouement très très populaire. Est-ce que cette équipe a les moyens de le faire par la qualité de jeu, de son jeu? Karim, tu as déjà répondu parce que c'est déjà le cas. Je pense que depuis maintenant 2-3 mois, le Paris Saint-Germain plaît énormément. Alors peut-être pas sur une ville dans le sud de la France que tu connais très bien, mais je veux dire que là aujourd'hui sur toute la France quasiment, les matchs du Paris Saint-Germain sont, je pense, en tout cas attendus, voire regardés. Que ça soit contre Liverpool, Manchester et même Aston Villa, et le retour ça sera la même chose. Parce que il y a une chose, alors bon, il y a une chose qu'a dit Luis Enrique qui est très importante, ça veut dire qu'il a dit on ne sait pas calculer. Et ça, je pense que c'est quand même un feeling qui passe bien avec les supporters, avec les téléspectateurs. Exact. Et quand on sent qu'une équipe ne calcule pas, c'est beau à voir jouer, surtout qu'après, quand il y a déjà des joueurs talentueux comme il y a au Paris Saint-Germain. Benjamin, en 30 secondes, il y a eu Saint-Etienne 76. Non, je te vois venir avec tes comparaisons. Non, je te dis, n'existe pas. Il y a eu Saint-Etienne. Tu touches deux Stéphanois, parce que moi, j'ai Stéphanois. Les amis, laissez-moi, il reste une 30 avant qu'on fasse la pause. Il y a eu Saint-Etienne 76, Marseille 93. Est-ce qu'il peut y avoir un PSG 2025? Non, mais pour une raison de ça. Attention, je partage tout ce que dit Jimmy, c'est beau à voir, mais je ne pense pas que ce soit populaire pour une raison, c'est l'argent, tout simplement, Jimmy, tu le sais, et qu'aujourd'hui on dira toujours que c'est normal d'avoir une équipe, ce qui n'empêche pas que c'est très beau à avoir joué, mais je ne pense pas que la popularité du PSG sortira du 78, du 91, du 93, du 94, du 95. Et même si on commence à regarder les matchs du PSG à Marseille, même si on commence à voir quelques maillots du PSG à Marseille, c'est vrai, je ne pense pas qu'il y en a pas beaucoup. Non, je ne pense pas qu'il y aura un élan populaire autour du PSG. 800 000 habitants. Saint-Etienne, ça n'arrivera plus jamais. Voilà. Ce qui s'est passé avec Saint-Etienne, ça n'arrivera plus jamais. On peut dire l'OM aussi. Non. Donc, les amis, en tout cas, il y a un match retour. On a fait un peu de fiction, mais il y a un match retour. Et puis, surtout, il y a encore de grosses équipes qui seront sur le chemin du PSG. En dehors de ça, ce qu'il faut, tu peux conclure carrément. Le truc pro Paris Saint-Germain contre les mecs se régalent. Quand les deux buts de Doué et du Géorgien, le but du Géorgien, il est magnifique. C'est ça le football. Moi, je ne suis pas pour Arsenal. Le coup franc qu'il met dans la lucarne, je me suis levé. Et c'est moi le Marseillais qui disait autour de cette table, c'est fluide, il y a de l'animation. Mais ça c'est pour nous embêter. C'est bon, c'est fini. On se pose et on revient dans quelques instants, les amis. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h. But Football Club. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent en cours d'émission et merci de la fidélité pour ceux qui sont là avec nous depuis 20h et tous les jeudis sur Sud Radio pour notre émission But Football Club avec Michel Moulin, Benjamin Danet, Jimmy Algerino. Je suis aux manettes ce soir, Karim Zeribi, parce que Lionel Rousseau n'est pas là, notre ami, il sera là jeudi prochain et je serai donc à la place d'un intervenant lambda et classique. Ce soir, nous avons ouvert notre émission donc sur le PSG avec un sujet
sujet extra-sportif, l'offensive du clan Mbappé contre le PSG de Nasser El Khalifi sur le terrain judiciaire, au pénal, au prud'homme, donc sur les 55 millions de litiges, de salaires et de primes non payés par le PSG à Mbappé. C'est tombé comme une bombe aujourd'hui l'information, parce qu'on sait très bien que ça peut conditionner la présence du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions l'année prochaine si ce club était sanctionné pour non-paiement des salaires et de primes à son joueur. C'est une des clauses qui a été instaurée par l'UEFA. Donc, et un club ne peut pas être en Ligue des Champions s'il n'a pas honoré son contrat comme il se doit. Donc on va suivre ça de très près. Donc aujourd'hui, on en a parlé à l'ouverture des émissions, on en reparlera certainement avec les suites judiciaires. Nous avons évoqué le PSG en Ligue des Champions avec ce match magnifique et cette victoire sur Aston Villa au match aller, donc 3-1. Donc un match retour qui semble pas confortable, ça ne l'est jamais à ce niveau-là, mais qui peut permettre au PSG d'aller au-delà et ensuite de rencontrer les grandes équipes qu'on a évoquées, Barcelone, Arsenal, Milan, enfin bon. Donc on y reviendra aussi, mais on a un PSG qui est vraiment enthousiasmant, il faut le dire, et je le dis avec mon accent que j'assume. On va évoquer, si vous voulez bien, le championnat de France, avec un club qui peut jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, s'il termine fort pour les 6 derniers matchs, je crois, donc de ce championnat, 6 derniers matchs. C'est l'OM. L'OM sera à Monaco samedi, au stade Louis II. C'est un match décisif, parce qu'on sait que ces deux clubs sont très très proches en matière de classement. Je crois qu'il y a 2 points d'écart entre Monaco et l'Olympique de Marseille. Donc Monaco est aux aguets. Ils reçoivent l'OM. Et je voudrais évoquer avec vous non seulement ce match qui est un match capital, peut-être pour la Ligue des Champions à la 2e place, mais surtout l'Olympique de Marseille aujourd'hui. L'Olympique de Marseille aujourd'hui, parce que si jamais l'OM termine second, c'est un pronostic qui est quand même, je dirais, tout à fait possible. Est-ce que l'OM est structuré aujourd'hui pour rejoindre la Ligue des Champions, pour rejoindre l'Europe et surtout pour redevenir un club de cette dimension-là, par sa structuration, par son encadrement, par les hommes qui composent le staff du club. Michel, je vais te donner d'abord la parole à toi parce que je sais que ce qui se passe autour de l'équipe, dans la structuration d'un club, c'est quelque chose qui te parle. Oui, qui me parle. Moi, je dis qu'aujourd'hui, l'OM est complètement déstabilisé. C'est mon avis personnel, je le dis depuis longtemps. On a un président qui est trop jeune, c'est-à-dire c'est pas un vrai patron. On a des gens autour, je vois Ravanelli aujourd'hui, il court dans tous les... Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait Ravanelli dans ce club ? On a toujours un peu du Boli, on a un peu du Papin. C'est là qu'on voit que Longoria est pas un vrai patron. Et on a un gars, Mehdi Benassia, directeur sportif. Voilà, directeur sportif, qui m'a l'air... Il a les réseaux. Ça a été un très bon joueur. Moi, c'est très important pour moi quand vous avez été un très grand joueur. Il a les réseaux. C'est un patron. Si j'avais à faire, le seul qui me dirigerait un peu quand j'étais joueur, c'est lui. Je dirais les autres, ils font du vent pour moi. C'est le seul qui a comme on dit, qui a du charisme, qui a du courage, qui connaît le foot, qui est malin. On le voit dans ses yeux. Il a le truc. Pourquoi, à un moment donné, on ne donne pas le pouvoir à ce garçon ? Qu'on mette un patron à la place de Longoria qui dirait, mais lui, au niveau sportif, qu'on lui fasse pas confiance à 100% et qu'on n'utilise que lui pour faire le recrutement. Aujourd'hui, on sent que lui choisit un joueur, Longoria en prend un autre par ses amis agents, Fabio Ravanelli est en train de vouloir, comme je vois, prendre de plus en plus, on le voit de plus parler à Auxerre. Qu'est-ce qu'il vient parler, Ravanelli ? Ravanelli, quel est son rôle de venir parler aux journalistes ? Il n'en a pas. Donc tout ça crée toujours, quand il n'y a pas une direction... Donc pour toi, autour de Mehdi Benassia, on peut faire un club qui a une dimension européenne. Bien entendu, puisqu'il a les réseaux. Il a joué à Rome, il a joué au Bayern, il a les réseaux, le mec. Il a les réseaux, on le voit bien, c'est lui qui fait... Mais le problème, c'est qu'on sent bien que l'autre Fabio veut faire un peu des joueurs aussi. Il doit avoir des copains agents, parce qu'on reparle toujours de la même chose pour moi. Longoria, il veut garder son truc parce que il a goûté à la confiture, donc c'est important pour lui de continuer à bien manger. Et c'est pas bon. Donc le seul mec, moi aujourd'hui, s'ils veulent faire un grand club, si j'étais patron du club, ou propriétaire d'ailleurs, parce que c'est là aussi, attendez, on a oublié qu'il y a en plus un mec au-dessus. C'est-à-dire que Longoria, quand il fait un truc, il se dit peut-être l'autre, l'américaine, d'un seul coup, il va m'appeler à 3h du matin. Un Macourt un peu plus présent,
Mais on n'aurait plus besoin de Longoria, de Ravanelli, de Boli, enfin de tout l'aréopage qu'ils ont. Enfin voilà, et ça ne peut pas marcher. Quand c'est comme ça, ça ne peut pas marcher. Jimmy, Michel parle de Mehdi Benatia comme étant... Je le sens comme ça, je ne le connais pas. Hein, moi. Je le dis comme ça, à mon feeling. Ouais, la personnalité sur laquelle pourrait se reposer la construction d'un grand club de dimension européenne, c'est vrai, on peut le mettre à son actif. Il a fait venir Rabiot, il a fait venir Rojberg, il a fait venir Benasser et Gouiri. Il faut dire quand même que les choix de Benassia sont pas des choix c'est pas Vitinha. Il s'est pas trompé, quoi. Il s'est pas trompé dans ce recrutement. Et puis quand un joueur part, il a une monnaie marchande aujourd'hui à l'OM, ce qui n'a pas toujours été le cas. Tu partages l'avis de Michel qui dit autour de Mehdi Benatia, on pourrait construire un club de dimension européenne? Oui, complètement. Tous les joueurs qui ont été recrutés cette saison l'ont été par Benatia. Donc déjà, ça montre bien la qualité, le réseau et aussi le feeling qu'il peut avoir avec certains joueurs, dont Rabiot. Après, il faut savoir, moi par rapport aux infos, c'est que en fait Longoria prend Benatia pour le suppléer un petit peu, parce que par rapport à tout ce qu'il doit s'occuper dans un club, donc il a pris Benatia un petit peu pour l'avoir à ses côtés. Sauf que là aujourd'hui, ça saute aux yeux, quoi. Ça veut dire que là, aujourd'hui, Longoria, pour moi, il est dépassé. Il n'a pas à être là, parce qu'en fait, et d'ailleurs, on le voit, les 3 mois qu'après de suspension Benatia, en fait, je pense que c'est ce qui a aussi, a été peut-être préjudiciable pour l'équipe, parce qu'il sait parler, il peut rentrer dans le vestiaire, il peut dire les choses. Après, l'erreur fondamentale aujourd'hui de l'Olympique de Marseille, c'est McCourt. Qu'est-ce qu'il fait? Où il est? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un Longoria et de Benatia. C'est soit l'un. Et en plus, quand Michel parle de Ravanelli, mais Ravanelli, là, aujourd'hui, je suis persuadé, étant italien, avec un coach italien, il ne doit pas interférer, mais en tout cas, essayer de placer, de discuter, d'expliquer le truc, parce que, de toute façon, les Italiens, il y a un petit peu ça. Donc, tout ça, je pense que ça gâche un petit peu tout le travail qu'a fait Benatia depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Et je pense que s'il avait les pleins pouvoirs, il fera en sorte d'édulcorer un peu l'entourage de l'équipe et se focaliser sur les matchs, sur le championnat et surtout construire un Olympique de Marseille qui pourra se retrouver à concurrencer le Paris Saint-Germain et aussi à bien être représenté en Ligue des Champions. C'est vrai que moi je me pose la question en tant que Marseillais, je suis ce club de la place et du rôle de Ravanelli. Moi je vous avoue que je sais pas à quoi il sert. Oui, je connais le rôle de Ravanelli, c'est le même qu'occupait Boli, c'est de la figuration. C'est de la représentation. C'est Ravanelli, il n'a pas mis le coup de boule effectivement à Munich en 93, mais voilà, il incarne. Rappelle-toi le tifo au MPSG au Vélodrome. C'est la fameuse action au parc avec Ravanelli. Mais Ravanelli, il est là pourquoi? C'est institutionnel. Il représente le club. Il ne fait rien de plus. Moi, je le trouve assez sévère avec l'OM parce que, hormis le début de saison où certains supporters comme toi, Karim, se sont enflammés, ils nous ont expliqué qu'ils allaient lutter contre le PSG. Non, qu'ils allaient être en Ligue des Champions. Voilà, on demandait quoi à l'OM? On demandait quoi cette saison à l'OM? On demandait à l'OM d'être en Ligue des Champions. Où est-ce qu'ils sont actuellement? Ils sont à la 2e place. On sait que c'est pas simple de réussir à Marseille. T'es bien placé pour le savoir. Sûr. On sait que c'est compliqué dès qu'il y a des mauvais résultats. Il y a quand même eu 4 défaites consécutives en 5 matchs. Bon, ils se reprennent contre Toulouse. C'est pas brillant. Mais on en parlait avec Michel. Effectivement, c'est pas brillant. Mais bon, moi, je suis persuadé que 1, ils finiront 2e, que 2, ils vont pas perdre à Monaco. Et voilà. Et qu'ils ont une équipe, ils ont une équipe qui a de la gueule quand même sur le papier. Puis ça. Alors effectivement, on peut dire ceci, cela sur De Zerbi et tout, mais bon, quand même, c'est pas mal. Et pour toi, Benatia a un rôle important dans cette. Benatia, évidemment qu'il a un rôle important. Après que Longoria ou ceci, à la limite, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que moi, le vrai truc qui compte pour moi, c'est que si l'OM veut en Ligue des Champions, c'est que l'OM fasse pas une série de défaites comme elle a pu le faire, et que l'OM file des points, et que l'OM, pour le reste, c'est quand même plus sympa d'avoir. C'est quand même sympa d'avoir l'OM en Ligue des Champions. Avec Benatia, ça se passera pas. Ils tiendront la route en Ligue des Champions, ne serait-ce que déjà par rapport à la gestion du groupe, et puis surtout par rapport aux joueurs qu'il fera venir à Marseille. Mais juste une petite chose, rêvez pas. On parle d'être l'équivalent du PSG, mais d'être l'équivalent du PSG, c'est des moyens que McCourt n'a pas.
Arrêtons de croire que ça peut être équivalent. Et puis surtout, c'est 10 ans de boulot. L'OM n'arrivera jamais au pied du PSG pour le moment. Non, mais jamais. C'est 250 millions d'euros, quand même. C'est pas un petit budget. Oui, t'as raison, Michel. Et combien est le budget du PSG? 800. Voilà. Non, mais ça fait rien. Avec 250, il y a des clubs en Champions League aujourd'hui qui ont moins que l'OM. Non, le seul truc, Benjamin, c'est la question qui a été posée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'avenir à l'instant T, tu as raison de dire ça. Là, la question, elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait de l'OM sur les années futures? Moi, je dis que l'OM, sur les années futures, là, c'est le truc. S'il n'y a pas un vrai gars qui tient le club et un Mehdi Benassia qui tient le club, ça ne marchera pas. Parce que les mecs, on voit bien que même Fabio Ravanelli, il fait de la figuration, mais il doit parler à 2h30, comme dit Jimmy. C'est jamais bon dans un club. C'est jamais bon. Moi, je prends toujours les... Alors, oui, mais enfin, regarde Campos. C'est pour ça qu'à Paris Saint-Germain, ils ne m'ont pas gardé, certainement. La première chose que j'ai fait, j'ai viré tous les dirigeants du vestiaire. Et j'ai dit maintenant, laissez-moi faire, si vous voulez sauver le Paris Saint-Germain, il faut qu'un patron. Ne commencez pas à parler à tous les joueurs. Et voilà. Moi, je vous dis... sur l'avenir, s'ils font pas ça, ils vont continuer. Oui, deuxième l'année dernière, mais on ne sent pas une structure. Comment je peux dire? On ne sent pas un truc qui va aller vers l'avant. Je vous ai écouté attentivement et je partage effectivement l'idée, en tant qu'observateur de football et quand même un peu partie prenante sur l'Olympique de Marseille. Je considère, comme toi, Michel, que le club doit poursuivre sa structuration autour de Mehdi Benassia. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un gars qui connaît le football. Donc, 2, c'est un type qui a une audience à l'échelle internationale. Il prend son téléphone, il parle à un joueur, le joueur l'écoute. Et 3, il a été au centre de formation de l'Olympique de Marseille. Et élément que vous n'avez pas évoqué. Il connaît ce club par cœur en réalité. Même s'il a une carrière fulgurante après, il est parti en Italie, il est parti en Allemagne dans les plus grands clubs. Il connaît l'OM, il connaît l'environnement de l'OM. Et quand il recrute les joueurs comme Rabiot, comme Hochberg, comme Benassia, comme Goury, avec Longoria seul, ils ne viennent pas. Ils viennent parce que c'est Benassia qui décroche le téléphone. Le seul truc que tu oublies là-dedans, important, ça c'est bien tout ça. Mais il a du charisme. Et il a du charisme. Et il a un caractère. Ouais. C'est ça le plus important pour moi. Qui colle à l'Olympique de Marseille. Il n'a pas que... Mais il colle ailleurs. Il n'a pas que le truc de connaître le foot. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui connaissent le foot. Lui, en plus, il représente quelque chose. C'est ça l'important pour moi. Oui. Tu sais, la différence, et ça peut faire beaucoup dans un club, c'est que si tu veux Longoria, lui, il doit des comptes à McCourt. Comme disait Michel tout à l'heure, s'il faut, à 3h du matin, il appelle. Aujourd'hui, Benassia, lui, ce qu'il est là, il est là pour montrer, pour prouver, et puis surtout avec je pense, voilà, il aime ce club, c'est amener le club en Ligue des Champions, et il se comporte bien. Ça veut dire qu'ils aient de très bons résultats. Et ça fait une différence. Longoria, il doit des comptes, il doit rentabiliser un truc comme ça. Là, aujourd'hui, Benassia, lui, il voit que le sportif, que le joueur, quel joueur, quel attaquant, quel milieu va venir apporter un plus à l'effectif de l'Olympique de Marseille. Il n'est pas là pour éventuellement, même maintenant, même si bon, dans le milieu, il n'est pas là pour s'en mettre dans les poches ou par rapport au président. Et ça, c'est très important. Et j'espère que Marseille, en tout cas, s'en servir. Vous oubliez une petite chose quand même, c'est que Mehdi Benassia a déjà déclaré, je crois, dans les colonnes de l'équipe, qu'il serait très étonné de s'inscrire de lui-même, c'est lui qui le dit, dans la durée à l'Olympique de Marseille, tellement ce boulot est fatigant et prenant. Ouais, mais moi, pourquoi il dit ça? Là, s'il dit ça, s'il est intelligent, non, mais il met la pression directement sur les gens en disant bon, je sens bien que je peux pas faire ce que je veux. En disant ça, il espère qu'à un moment donné, il y a un mec qui va lui dire bon, c'est bon. Mais Jimmy a raison, il a des contacts. C'est un gars qui est sollicité. Son passage au Olympique de Marseille n'a laissé personne indifférent. Arriver en quelques mois et structurer le club sur le plan sportif, avec des joueurs de qualité qui reviennent à l'OM, qui ont confiance au club, avec des transferts gagnants-gagnants. Donc je veux dire, ça fait longtemps qu'à l'OM, on l'avait pas. De toute façon, déjà, il va y avoir un tournant cet été sur la politique du club, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même des rumeurs qui commencent à arriver sur pas mal de joueurs. Dont sur Greenwood, qui commencerait à agacer De Zerbi. Enfin, quand on voit les stats de Greenwood, c'est quand même une saison exceptionnelle. Et visiblement, Greenwood, l'OM pourrait être attaqué dessus. Mais Jimmy, pardon, mais McCourt aujourd'hui, sa seule obsession, c'est quoi? C'est de ne pas perdre des millions et des millions. Et on sait très bien que si l'OM ne veut pas perdre des millions... Si l'OM veut pas perdre des millions, c'est quoi? C'est se qualifier en Ligue des Champions. Tout le monde n'appartient pas à un État.
qui met de l'argent. Mais moi, je vous le dis, à choisir entre De Zerbi et Benatia, moi je prends Benatia. Moi, s'il faut changer de coach, je change de coach. Je suis ma courte, en tous les cas, si je suis ma courte, je préfère m'adresser à Mehdi Benatia qu'à Longoria. Directement. Par Karim, je vais en parler qu'à un mec, je vais pas commencer. Alors Longoria, qu'est-ce qu'il pense Mehdi tu t'en sors plus là. Le foot c'est plus rapide. Comme tu disais Jimmy tout à l'heure, quand Longoria a beaucoup de boulot, mais un club de foot c'est pas une usine à gaz. C'est pas énorme pour s'occuper d'un club de foot, je vous promets. La semaine prochaine, nous aurons à reparler de cette Olympique de Marseille parce que après le passage à Louis II, je pense qu'on y verra aussi plus clair sur les 5 derniers matchs parce que Monaco a un parcours quand même assez difficile après derrière. Je crois qu'il joue Lille. Donc, moi, je vous dis, là, Benjamin, on fait le pari. L'OM finira difficilement 3e ou 4e. Voilà ce que je pense. Comment c'est pas jouer le chat noir, toi, s'il te plaît. Jimmy. Par contre, je peux te dire que pour le match de dimanche, il y a une énorme pression sur l'OM. Parce qu'effectivement, il y a cette place de Ligue des Champions. Bien sûr. Il y a toute cette projection pour la saison prochaine sur des joueurs comme Rabiot ou quoi. Et je peux te dire que la tension est très 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 haute avant ce match. Jimmy, pour finir et pour répondre surtout à Benjamin, c'est Benjamin mon Karim d'aujourd'hui, pour le chauffer un peu. Quand tu les as vus jouer à Reims, l'OM, moi je peux te dire qu'à Monaco, il faut un miracle pour qu'ils gagnent. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère qu'ils te feront mentir comme le PSG t'a fait mentir dans ton pronostic. Parce qu'il t'arrive de te tromper, j'aimerais que tu te trompes là. Mais je l'ai dit. Les amis, on va passer à notre page football amateur comme on le fait tous les jeudis, vous le savez, avec Benjamin Morel, le président de Morières-les-Avignon, un club de district. Donc, éducateur. Il n'a pas encore l'âge. Éducateur. Benjamin Morel, éducateur à Morières-les-Avignon. Morières-les-Avignon qui est un club qui se situe dans le Vaucluse, donc à proximité d'Avignon, petite commune sympathique avec des infrastructures de qualité. Je dis ça parce que je connais. N'oubliez pas que je suis né à Avignon dans la cité des Papes. Est-ce que Benjamin Morel est avec nous? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Benjamin, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Pas encore président. Bon, ça va venir, ça va venir. Il y a deux Benjamin aujourd'hui. C'est prévu ou pas? C'est prévu? J'ai pas entendu, pardon. C'est prévu? C'est votre ambition? Oh, peut-être plus tard, là, j'ai encore le temps, comme le disait Michel, j'ai 34 ans aujourd'hui, donc j'ai encore le temps de faire mes gammes d'éducateur pour plus tard devenir peut-être président. Bon, mais en tout cas, c'est mon président en tout cas. En tout cas, c'est intéressant que qu'on vous ait à l'antenne parce qu'on a des présidents habituellement. Là, on a un éducateur. Morières-les-Avignon. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre club un peu, Benjamin? Eh bien, comme vous le disiez, c'est un club qui est dans le Vaucluse, à côté d'Avignon. On est à peu près 650 licenciés dans le club. 350, pardon, j'ai vu un petit peu haut. 350 licenciés. Ça, c'est quand vous serez président, 650. C'est ça. Non, il est comme l'OM, il voit les matchs gagner, il est pro l'OM, il croit que... Je reviendrai après sur un truc de l'OM. Pour revenir sur le club de Morières, donc 350 licenciés, on est représenté dans toutes les catégories. Et on essaie de faire du mieux possible au niveau de l'encadrement sportif. Quelle est la philosophie de Morières-les-Avignon sur le plan de footballistique, sur le plan de l'éducation de vos gamins? Eh ben nous, c'est d'ouvrir le foot à tous les petits, bien évidemment, aux garçons et aux filles, puisqu'on a aussi des filles qui sont dans notre club. Et on a cette philosophie de club familial, mais tout en restant dans ce côté professionnel, de faire nos séances d'entraînement. On est quand même quasiment dans toutes les catégories sur 2 séances d'entraînement par semaine et les matchs le week-end. Donc, c'est permettre aux petits d'exercer leur passion. Un club de 350 licenciés dans une petite commune, il vit comment, Benjamin? De subventions, de sponsoring? C'est ça, exactement, les subventions de la mairie. Et il faut trouver aussi des sponsorings. Ça, c'est donc le rôle du président, du BRO aussi. Voilà, on a beaucoup de bénévoles. Et c'est le plus important dans le foot amateur aujourd'hui. Il y a des bénévoles qui ont une grosse part de responsabilité et d'efficacité pour le fonctionnement du foot amateur. Et on les attire comment, ces bénévoles? Parce qu'on dit que globalement, en France, le bénévolat est un peu délicat aujourd'hui. Vous arrivez à les trouver, vous, les bénévoles? On les a depuis quelques années, c'est beaucoup les mêmes. Après, des nouveaux qui arrivent, c'est de plus en plus rare, faut pas se cacher. Mais il y a la fidélité surtout des bénévoles qui sont là et c'est les valoriser tout le temps sur chaque événement. Nous, on fait un tournoi au niveau national à chaque Pentecôte, le tournoi Roy Tyler. Et c'est pareil, c'est les remercier, les fidéliser, leur offrir aussi une petite soirée pour eux, c'est important.
Et le club de Morières-les-Avignon a-t-il des contacts avec des clubs professionnels lorsque vous avez un joueur de qualité, un joueur qui émerge, un joueur qui est au-dessus du lot? Vous avez des conventions, des contrats avec des clubs professionnels ou les clubs professionnels ne s'intéressent pas beaucoup à votre club? Non, là, honnêtement, pas encore. On a des joueurs qui peuvent exploser, qui ont joué au club, qui après vont aller peut-être dans un autre club du Vaucluse et après être opérés. Je pense à un là récemment qui a fait des essais à Marseille et qui est un petit peu pris, qui va passer étape après étape. Il a passé déjà la première étape, mais c'est compliqué que les clubs viennent directement nous contacter à ce niveau-là. Et quand on est Morières-les-Avignon, à proximité de Marseille, les gamins, les éducateurs sont supporters de l'Olympique de Marseille? Alors, à mon grand regret, il y a beaucoup de Parisiens maintenant. C'est-à-dire? Non, c'est vrai. C'est-à-dire que je pense que ça on ne le voyait pas à l'époque, surtout dans ces régions du Sud. On voit de plus en plus de petits avec les maillots du PSG. Mais le foot, c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde arrive à jouer ensemble, que le petit soit supporter de Paris, de Marseille, de Lyon ou de n'importe quelle autre équipe. On joue ensemble et on est dans le même club, puisque ça représente le club dans lequel on joue, là, à Morières pour mon cas, mais on ne pense pas après à toute cette concurrence des clubs de Ligue 1. Le parcours du PSG en Coupe d'Europe contribue à cet engouement? Ça va contribuer certainement sur les petits qui sont passionnés du PSG, mais surtout ça les fait rêver, oui, c'est ça qui est bien. Et d'avoir des joueurs français qui brillent en Ligue des Champions, notamment Désiré Doué qui est tout jeune, tout ça permet aux petits de rêver. Mais après, il faut aussi, nous on est dans ce rôle d'éducateur, de cadrer. Les parents, bien évidemment, c'est le plus important de ce cadrage-là, de ne pas faire rêver. On n'est pas là pour les faire rêver, pour leur vendre une rêve sur une quelconque carrière professionnelle. Benjamin Danet, le patron du Buff Football Club, va poser une question à Benjamin Morel, l'éducateur de Morières-les-Avignon. Bonsoir déjà. Bonsoir. Non, une petite question parce que je la pose assez souvent puisqu'on a la chance d'avoir soit des dirigeants, mais là un éducateur. Moi, je voulais savoir quelle était l'aide de la Fédé pour vous à l'année dans votre club. Je voudrais savoir exactement ce que vous file la Fédé, parce que chaque semaine on a l'impression que la Fédé est aux abonnés absents dès qu'il s'agit d'aider des clubs si importants comme le vôtre. C'est ça. Alors le montant précis, je l'ai pas et je veux pas vous dire de bêtises, mais sur le côté de l'aide qui est sûrement basse par rapport à ce que ça représente au niveau du foot amateur, que ce soit notre club ou tous les clubs, je pense que c'est pas assez. Déjà d'une par rapport aux aides d'infrastructure. Aujourd'hui, on voit qu'il y a très peu de clubs comme des synthétiques, surtout dans le sud. Alors, puisqu'on se dit dans le sud, il pleut pas beaucoup, moins que dans d'autres régions de France, et on peut jouer plus souvent. Mais il y a beaucoup de week-ends annulés parce qu'on n'a pas assez de synthétiques dans notre département. Et malheureusement, ça pose souci. Vu le prix d'un synthétique, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'aide sur ça. On est un petit peu laissé à l'abandon sur quelques possessions. Oui, c'est ça. Mais moi, mon souvenir, c'est que vous avez quand même de belles infrastructures. Moi, le stade de Morières, il y a une belle tribune, il y a plusieurs terrains. C'est ça, on a 3 terrains, 3 terrains pelousés, mais c'est vrai que si vous venez au club, vous parlez avec tout le monde vous dira on aimerait avoir une synthétique pour la qualité. Il y a une équipe féminine aussi ? Il y a une équipe, alors il y en a eu dans des seniors, tout ça, là on n'en a pas cette année, on a une équipe de filles à niveau animation, à niveau U11. Ah oui, d'accord. Okay. Et Jimmy Algerino, que vous connaissez, Benjamin Morel, joueur du PSG, va vous poser une question, puisque maintenant vous avez des gamins qui aiment le PSG. Donc allez Jimmy, vas-y, fais-toi plaisir. Non, parce que j'avais... bonsoir, excusez-moi. Bonsoir. Est-ce que, vous savez, par rapport à... Parce que je sais que sur la région de Toulousaine, il y a des clubs qui le proposent. Est-ce que vous proposez, vous savez, la pratique du football sans obligatoirement, vous savez, la compétition? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants, filles et garçons, qui aiment cette pratique, sans être obligés de faire des matchs ou d'être les meilleurs. Et d'ailleurs, ces clubs-là arrivent à récupérer un maximum de licenciés, parce que déjà les parents et aussi les enfants prennent plaisir à venir s'entraîner sans pour autant qu'il y ait l'esprit de compétition. Bien sûr, alors c'est le foot loisir, ça se développe de plus en plus. Non, nous on ne le fait pas encore. Les licenciés donc s'entraînent et sont convoqués pour jouer un match le week-end. Alors après, sur le niveau compétition, il démarre officiellement qu'à partir des U14. Donc c'est-à-dire qu'en dessous, les U6, U7, U8, U9, U10, U11 et U12, U13, ça s'appelle du foot animation. Donc c'est quand même des matchs le week-end, mais sans classement officiel.
Donc on ne joue pas non plus sur une compétition officielle, donc ça permet de prendre du plaisir sans se dire voilà l'importance du match, de le gagner, de le perdre. Mais on essaie d'inculquer aux petits ces valeurs de victoire, mais s'il y a la défaite, voilà, de leur dire des défaites encourageantes, même si ça ne plaît pas à tout le monde ce terme-là. Benjamin Morel, même au niveau du directeur sportif, on a un responsable sportif au club qui nous dit au niveau du foot animation, je ne vais pas regarder le résultat, je vais regarder plus le contenu, de l'amélioration des joueurs, tout ça. Benjamin Morel, parlez-nous de votre tournoi qui a lieu à Pentecôte. Faites-en un peu la publicité, profitez, vous êtes à l'antenne. Quel type d'équipe vous allez accueillir? Ce tournoi, de quelle envergure est-il? Que les gens sachent un petit peu ce que vous organisez. Bien sûr, alors c'est un tournoi, ça s'appelle le tournoi Roy Tyler, c'était un arbitre qui s'est installé sur Montréal-les-Avignon, et du coup ce tournoi il est chaque fois sur 3 jours, tout le temps le week-end de la Pentecôte chaque année, et il permet d'accueillir des équipes de toute la France, c'est-à-dire c'est ouvert à tout le monde, qui viennent sur 3 jours, c'est de toutes les catégories représentées, donc on a le samedi, la première journée qui va de U6 à U11, qui eux jouent uniquement sur la journée du samedi, et à partir du samedi fin de journée, on ouvre à partir de U13, U15 et U17 le tournoi qui va jusqu'au lundi en fin de journée pour les finales. Donc un grand moment pour le club, un grand moment pour presque pour le département. Ah c'est ça, on accueille beaucoup de monde. On propose des offres avec les repas, tout ça. Donc on fait à peu près sur une journée, on a plus de 600 joueurs et staff à nourrir. Donc là, je parle que des équipes qui viennent de loin. Après, il y a ceux qui viennent du coin aussi, qui sont là. On fait des soirées le samedi soir et le dimanche soir. Il y a des soirées musicales, ou des fois, là, cette année, il n'y a pas de match, mais on diffuse aussi quand il y a des matchs de Ligue 1 sur la fin de saison. Donc, ça permet une belle ambiance, de se retrouver tous autour de la passion et d'avoir cet esprit fair play et de fête aussi. Fabuleux, le football, la vie, le vivre ensemble. C'est vraiment ça, c'est l'esprit de ce tournoi. Magnifique. Merci Benjamin Morel d'avoir été avec nous dans But Football Club. On vous félicite, toute l'équipe vous félicite du travail que vous effectuez. Belle continuation à vous, et puis vous nous donnerez des nouvelles après le tournoi de la manière dont il s'est passé. Oui, bien sûr, c'est gentil à vous en tout cas de mettre le foot amateur à l'honneur. Et juste pour revenir, je disais en début sur l'OM, Michel Moulin disait on a vu Marseille ce qu'a fait contre Reims, et comment ils peuvent gagner Monaco, mais Reims joue en bloc bas et Monaco est une équipe plus joueuse. Du coup, c'est là où il y a la différence. Eh bien, c'est bien, ça sera l'analyse qui ponctuera notre émission But Football Club aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité. Nous vous remercions d'être tous les jeudis au rendez-vous. Merci à vous, toute la team et toute l'équipe. Jeudi prochain, retour de Lionel Rousseau. Pensez pour toi, mon Lionel. Bonsoir à tous. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Avec Idexport, la passion du sport.